Euh, Merci aux organisateurs. Je suis arrivé hier soir avec Serge Tisseron, que je vais chercher à Genève. Et je suis arrivé ici à 20 heures et je peux vous dire qu'ils ont travaillé toute la nuit. Et ce matin, ils ont tous un peu des cernes. Je les remercie beaucoup de s'être déchaînés comme ça pour que tout nous semble parfaitement organisé à nous. Et je livrais un de mes petits secrets ce matin à un membre de l'équipe. Il me disait, mais comment est-ce qu'on fait pour être zen dans un événement? Je dis, moi, après avoir organisé pendant 10 ans des événements de 1500 personnes, à chaque fois que je suis à un mariage et qu'il y a une voiture qui est en retard, je suis très très zen. Vous avez organisé des événements énormes et vous allez voir après, tout ça, ça va vous sembler être des petits problèmes. Euh, Moi, je viens du monde digital. Il y a un bouquin qui a été écrit sur ce monde il y a quelques temps par Dan Lyons. Dan Lyons qui était le correspondant technologique de Newsweek. Newsweek qui est un magazine qui n'existe plus. Et donc Newsweek a fait faillite il y a 3 ou 4 ans. Et il s'est dit, toute ma vie, j'ai couvert les startups. Et pourtant, j'ai jamais mis les pieds. Et donc il a décidé, il s'est retrouvé au chômage, je crois qu'il avait 52 ans, il a été travailler dans une start-up et il a dit le premier jour quand il est arrivé, il a eu l'impression d'arriver dans un endroit qui était à moitié une garderie, à moitié une école Montessori et à moitié une secte scientologique. Moi je viens de ce monde-là et je vais essayer de faire le pont avec le monde des PME. Si on reprend un peu le vocabulaire de la journée, donc la question qui se pose, c'est subir ou maîtriser. Subir ou maîtriser. Dans l'un, on a perdu le contrôle. Dans l'autre, on reprend le contrôle. Ensuite, il y a la transformation digitale. Digital, on ne va pas se poser la question de ce que ça veut dire parce qu'il y aurait autant de définitions que de personnes dans la salle. Et puis, il y a la notion d'accélération. Alors, je vais essayer de faire un peu d'ordre dans tout ça. Est-ce que vraiment ça accélère? Première chose. Aujourd'hui, je pense que plutôt ce qui se passe, c'est qu'il y a une prise de conscience, notamment en Suisse, de ce qui se déroule sous notre nez depuis finalement assez longtemps. Le web, l'invention du web, c'est 89, Tim Berners-Lee au CERN. L'invention d'Internet, c'est dans les années 60, Vinton Cerf. Et en fait, ça prend pas mal de temps à arriver. Et aujourd'hui, il y a une espèce de prise de conscience que le digital est là, alors que finalement, c'est les technologies qui sont là depuis assez longtemps. Il y a un vrai changement dans les usages. Ça me fait toujours rire, moi quand j'ai lancé Lyft en 2006 à Genève, on me disait c'est une conférence de geeks. Et à ce moment-là, j'ai commencé à passer du temps en Corée du Sud, qui est un pays qui, socialement, a 10 ans de retard, technologiquement a 10 ans d'avance sur la Suisse. Et je disais, mais la notion de geek, vous allez voir, elle va bientôt plus exister. Et aujourd'hui, il suffit de prendre un bus ou un train pour voir que la notion de geek n'existe plus. Ou alors tout le monde est geek. Bon. 100% des gens sont scotchés à leur téléphone toute la journée. Donc les usages ont vraiment évolué au niveau du digital. Ensuite, on a clairement une boîte à outils qui est beaucoup plus grande. Il y avait un article il y a quelques jours sur comment Amazon est en train de complètement changer la face de l'industrie financière, en fait sans le vouloir. Comment? À travers leur service cloud, Amazon Web Service. Et aujourd'hui, quand moi je suis au bord de start-up où on me dit mais notre patron de la technologie passe 15% à s'occuper de l'infrastructure. Aujourd'hui, on a une boîte à outils quand on est une entreprise qui est hallucinante. On peut avoir un site web en 1 heure, alors qu'il y a encore 10 ans ou 20 ans, il fallait énormément de capital, il fallait énormément de temps. On a beaucoup d'outils qu'on peut combiner. Et aujourd'hui, vous pouvez lancer une banque à 5 ou 6 personnes. Donc la boîte à outils a vraiment accéléré, a vraiment évolué. Ensuite, c'est vrai que l'entrepreneuriat, d'un seul coup, c'est cool. Alors moi, j'ai vécu un peu toutes les phases. Donc ma première copine, j'étais à l'époque webmaster, mais donc personne ne comprenait ce que je faisais, donc elle disait ouais, dis à ma mère que tu fais autre chose. Bon. Et ensuite, c'est devenu, aujourd'hui c'est en train de devenir très très cool, très à la mode. Quand vous sortez d'une école de commerce, aujourd'hui il faut faire une start-up, sinon vous ratez votre vie un petit peu. Et maintenant, hier j'ai lisé un article. Maintenant, la Silicon Valley sont les nouveaux banquiers, sous-entendu les gens qu'on aime bien détester parce qu'ils ont tout le pouvoir, ils ont tout l'argent, etc. Bon voilà, donc il y a cette évolution, mais on est encore dans la phase du cool. Et quand on voit certains pays, genre du Portugal par exemple, au Portugal, on voit bien qu'il y a un boom de l'entrepreneuriat parce qu'ils ont compris qu'en gros, il n'y avait pas grand-chose à attendre du système traditionnel et la jeune génération se prend en main et fait pas mal de choses. Donc ça aussi, c'est une accélération. On se prend tout un tas de problèmes sociaux. Moi, c'est ça dont j'ai voulu parler, au fond, quand j'ai voulu mettre la technologie sur le débat public.
J'ai l'impression que la technologie, c'était une grenade qu'on dégoupillait, qu'on jetait dans la société. Et puis je dis, bon, ben, ça serait bien, en tout cas, qu'on en parle. Je crois qu'Ania, la chancelière de l'État de Genève, va parler précisément de ce sujet après. Je pense que Serge Tisseron, que je vois prendre des notes, parlera de ça aussi tout à l'heure, d'un point de vue plus individuel, l'impact sur nous. Mais c'est vrai que d'un seul coup, on se rend compte qu'il y a tout un tas de problèmes qui sont posés par la technologie. On parle aujourd'hui des problèmes politiques à travers ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Vous avez peut-être vu la couverture de The Economist qui dit réseaux sociaux sont-ils un danger pour la démocratie? De nouveau, on va en reparler. Donc on voit d'un seul coup plein de problèmes qui sont là depuis aussi assez longtemps. Les problèmes d'addiction, on dit que la jeune génération est la génération qui est la plus sécurisée physiquement, mais une génération qui a beaucoup de problèmes psychologiques, peut-être de par justement les appareils sur lesquels ils passent beaucoup de temps, difficile à dire. Et il y a aussi énormément d'opportunités, il y a une accélération des opportunités. C'est vrai qu'on la sent aujourd'hui, on sent qu'il y a énormément de choses qui vont bouger, il y a énormément de nouvelles possibilités, de nouveaux marchés. Quand on est une entreprise suisse, quand on est une PME suisse, aujourd'hui, on peut légitimement penser qu'on va pouvoir aller attaquer des marchés qui étaient très difficiles à attaquer avant. On voit qu'il y a des entreprises, WhatsApp, au moment où ils ont été rachetés par Facebook, c'était 50 employés et 800 millions d'utilisateurs. Donc la technologie vous donne un levier qui est complètement inédit sur certains domaines, notamment les domaines du digital. C'est sûr que vous n'allez pas, à 50 employés, servir 800 millions de personnes si votre job, c'est de maintenir des autoroutes ou des aéroports. Bon. Alors moi, j'aime bien me tourner vers le passé. Nathalie l'a dit en introduction. J'ai travaillé sur cette série radio Paléo Futur cet été. Et puis il y a un truc que j'aime toujours rappeler, c'est que nous ne vivons pas, à mon avis, la période la plus innovante de l'histoire de l'humanité. D'abord, c'est quelque chose qu'on ne mesure pas. On ne peut pas mettre de chiffres. Ça me fait toujours rire quand j'entends les classements sur les pays les plus innovants. La seule chose qu'on peut compter, c'est les brevets. Les brevets, c'est un petit peu la façon de compter l'innovation du XXe siècle, quand même. Mais bon, bref, on a toujours besoin de ces classements. Mais il y a une période qui n'est pas si lointaine, qui est la Belle Époque. Et je voulais juste vous permettre un petit peu de relativiser en espérant vous rassurer sur ce qu'on vit. Vous allez voir qu'il y a eu des périodes beaucoup plus disruptives par le passé, puis on y a très bien survécu. Juste quelques-unes des nouvelles technologies de la Belle Époque. La Belle Époque, c'est 1840-1914. Ça s'arrête un peu brutalement en 1914, pour des raisons que vous connaissez. Les nouvelles technologies de l'époque: électricité, vaccination, télégraphe, froid artificiel, automobile, métallurgie, aspirine, banque en réseau, cosmétiques, plastique, phonographe, aviation, parfumerie, les métros, moteurs à combustion, téléphones, les tramways, les rotatives. Tout ça, c'est les nouvelles technologies de la Belle Époque. Quelques-unes des startups de l'époque: Nestlé, Firmenich, Ciba, Sando, L'Oréal, Rolex, Renault, Crédit Agricole, BNP, AXA, Bosch, Essilor, Michelin, Blédina, Montblanc, Whirlpool. C'est aussi l'époque où on invente le Tour de France, le prix Nobel, l'Olympia, le Moulin Rouge. L'Europe était à cette époque-là le centre du monde de l'innovation. C'était la Silicon Valley. À Paris, vous aviez 50 millions de personnes qui sont venues pour l'Expo universelle. 50 millions avant EasyJet, avant les CFF, avant Uber. Depuis, on n'a pas fait mieux, je crois. On a fait 20 millions. Mais voilà, pour vous dire, il faut un peu remettre en perspective. Et en fait, ce que j'essaie de vous dire, on va beaucoup se poser la question de ce qui change. Il y a aussi des choses qui sont constantes. Et le changement est une constante. En fait, on ne s'en rend pas compte, mais nous vivons dans une société qui évolue tout le temps, en permanence. Et la peur du changement est une constante. C'est très étonnant quand vous regardez l'histoire de la peur du changement. Alors vous trouvez dans les écrits des savants grecs des gens qui disent « maintenant qu'on a inventé l'écriture, nous n'aurons plus de mémoire ». Vous trouvez un certain monsieur Barnabirich en 1613 qui dit « maintenant que tout le monde peut écrire un livre, nous subissons une abondance de contenu dont nous ne nous remettrons jamais ». Lui-même ayant écrit 24 livres, c'est toujours les livres des autres qui sont un problème. Diderot se plaignait du fait que le savoir intelligent et utile était mélangé avec tout un tas de trucs inutiles. La radio rendait sourd, la télé vous espionnait, le télégraphe allait trop vite pour la vérité. Et à l'inverse, on avait tout un tas de fantasmes. Au moment du télégraphe, il y a des gens qui disaient « mais il n'y aura plus jamais de guerre dans le monde, puisque toutes les cultures peuvent maintenant se parler ». Bon. Et donc il y a vraiment cette peur du changement, et il y a la résistance
active au changement. Et ça, je pense que c'est dû un peu à un des designs de l'être humain, c'est que quand on a acquis une certaine position, on essaie de la maintenir. C'est un petit peu la vérité du système économique dans lequel on vit. Et pour moi, derrière, il y a quelqu'un qui a résumé ça très très bien, qui est Clay Shirky de NYU, un prof de NYU, qui est un des grands penseurs du web, qui dit « Les institutions feront tout pour maintenir le problème dont elles sont la solution ». Réfléchissez à ça. Quand, comme moi, vous avez un passeport français, vous voyez exactement ce que ça veut dire. Il y a beaucoup de gens en France qui ont intérêt à ce que certains problèmes ne disparaissent pas. Vous les voyez sur les extrêmes de l'échiquier politique, en général. Et donc ça, c'est un des grands problèmes, c'est qu'on a du changement partout, mais on est un petit peu câblé pour résister à ce changement, pour des raisons de confort, pour des raisons économiques. Alors si je reviens sur l'intitulé de la journée, subir ou maîtriser, qu'est-ce qui va faire la différence entre le fait que vous subissiez ou le fait que vous maîtrisiez? Pour moi, c'est deux choses, dont une qu'on ne fait pas assez. La première, c'est de diagnostiquer. Où est-ce qu'on en est vraiment? Qu'est-ce qui se passe vraiment autour de nous? Et franchement, diagnostiquer, c'est beaucoup plus dur que ça en a l'air. Parce qu'il y a énormément de bruit, il y a énormément d'informations qui nous arrivent dessus, énormément de bullshit. Qu'est-ce qui vraiment se passe aujourd'hui? J'essaie de regarder ça. Et la deuxième, c'est une fois qu'on a diagnostiqué, une fois qu'on a compris le monde dans lequel on vivait, c'est qu'est-ce qu'on fait? Alors j'essaie de découper ça, diagnostiquer, et puis vous donner des pistes sur comment agir. Diagnostiquer. Où on en est aujourd'hui? Moi, je suis clairement un des vieux cons du digital. Hein. J'ai commencé en 94. Si j'avais voulu, j'aurais pu commencer avant, si mes parents avaient acheté un Minitel à l'époque. Malheureusement, nous n'avions pas de Minitel. Mais ça fait quand même assez longtemps, comme je vous l'ai dit avant. Bon. Alors, on sort d'une époque et on rentre dans une autre. De quelle époque sortons-nous? Qu'est-ce qui est derrière nous? On diagnostique, qu'est-ce qui est derrière nous? Je pense que ce qui est derrière nous, c'est cette pensée que la technologie est une religion. C'est de dire la technologie, c'est un truc absolument génial qui va tout résoudre. Engouffrons-nous là-dedans, les yeux fermés, ça n'amène que du bon. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment un état d'esprit dont on revient, et c'est pas plus mal à mon avis. La deuxième chose qui est assez frappante, c'est que pendant très longtemps, dans l'imaginaire collectif, on avait en gros deux types d'acteurs qui s'affrontaient avec le digital. Les startups d'un côté, qui avaient tout compris, et les géants de l'autre, qui eux, à l'inverse, n'avaient rien compris. Et puis quand vous êtes une PME, soit vous tombez d'un côté ou de l'autre, mais en gros, les gens qui avaient tout compris contre les gens qui n'avaient rien compris, les fameux, les barbares contre les incumbents en anglais, les gens établis, les monopoles. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les startups d'hier sont devenus les géants d'aujourd'hui. Hein, on pense encore que Facebook et Google sont des startups, mais non, ce sont des géants qui ont des problèmes de géants. Moi, j'utilise des produits Google qui n'ont pas évolué depuis 4 ou 5 ans. Avant, il y avait un rythme d'innovation qui était effréné chez ces boîtes-là. Et à l'inverse, les grandes boîtes sont devenues de plus en plus, et les PME deviennent des startups. Aujourd'hui, la question numéro 1 qui se pose au niveau des conseils d'administration, au niveau des équipes, c'est comment est-ce qu'on fait des labs, comment est-ce qu'on change la culture. Et donc, on va tous se retrouver un peu au milieu. Mais ça, c'est un vrai changement. On vient d'un monde assez clivé, et aujourd'hui, je pense que la différence entre les acteurs n'existe plus. Un troisième point, c'est qu'on a cette espèce de pensée que la Silicon Valley a tout juste et que l'Europe a tout faux. Hein, la vieille Europe. On n'a rien vu venir. Bon. Je pense qu'aujourd'hui, se dire que la Silicon Valley a tout juste, il y a bien sûr énormément de choses à prendre dans ce domaine-là. D'ailleurs, j'ai cherché hier dans les archives du Temps, j'ai tapé Silicon Valley, je voulais voir la première fois que ce mot était mentionné. Un des premiers articles qui sort, c'est l'interview de Christian Sim au Forum de Glion, en 99, qui dit la Silicon Valley est un modèle, mais il n'est pas le seul. En 99, Christian Sim, qui aujourd'hui s'occupe de Swissnex San Francisco. Mais on se rend compte aujourd'hui que la Silicon Valley fait beaucoup de choses bien, mais que ça n'est pas non plus un modèle à copier les yeux fermés, qu'il y a énormément de problèmes dans cette société. Je pense que Trump ne fait que faire éclater la bulle du rêve américain, et on se rend compte que derrière le rêve américain, derrière toute cette culture qui est très dominante et toutes ces choses qui brillent beaucoup, il y a aussi des problèmes sociaux de fond
très très graves que nous n'avons pas dans nos sociétés. Hein, je pense aux 500 millions d'armes à feu qui circulent là-bas. Je pense à à une population qui a un taux d'obésité complètement hors de contrôle, à des problèmes sociaux de fond, hein, des écoles qui n'enseignent plus forcément Darwin depuis quelques années dans certains endroits. Bon. Donc on se rend compte qu'il faut peut-être un peu relativiser le modèle social qu'on a pris comme une sorte de modèle, hein, d'idéal, pardon, et regarder un peu notre modèle social et se dire finalement c'est peut-être pas si mal, hein. On va peut-être un peu plus lentement, c'est peut-être un peu moins spectaculaire, ça fait un peu moins d'étincelles, mais notre modèle est peut-être pas si mal. Donc sortons de cette pensée qu'on a tout faux et que les Américains ont tout juste. Je pense qu'on sort d'une période de passivité envers le digital, ça c'est vrai, moi je l'ai vécu à peu près toute ma vie, c'est vrai que on se disait mais c'est un truc de geek, c'est un truc pour les ados, c'est pas important. Non, on a compris aujourd'hui que le digital était une opportunité, qu'il fallait s'en occuper. Et puis je pense qu'on se rend compte aussi qu'on a un passé, que finalement on n'est pas en train de tout réinventer de zéro, et ça c'est rassurant. Je vous ai parlé de la belle époque pour faire un parallèle avec le passé. Vous savez, finalement le Facebook Like n'est que la version digitale de l'applaudissement. Hein, quand vous likez, vous applaudissez, voilà, ça a été démocratisé. L'applaudissement, c'est vieux comme le monde. Ça a été transposé dans le monde digital par Facebook, qui n'est aussi qu'une digitalisation des réseaux que, par exemple, les universités mettent en place depuis très très longtemps. Le crowdfunding, Kickstarter, on a tous l'impression que c'est nouveau, que c'est incroyable. Bon, si vous êtes déjà allé à la messe, vous savez un peu ce que c'est que le crowdfunding. Et la Statue de la Liberté, par exemple, est un projet qui a été crowdfundé. Donc c'est un cadeau du peuple français au peuple américain. Et il y a eu des collectes, on vous vendait des petites figurines à l'effigie de la statue. Les gens payaient, on a pris l'argent. Et quand les Français ont été prêts à envoyer le bateau aux États-Unis, le gouvernement américain qui devait payer le socle a dit « je n'ai plus d'argent » et M. Pulitzer, qui a donné son nom à un fameux prix journalistique, qui était le patron du New York Post, a mis en première page de son journal que tout le monde donne $1 et on va pouvoir payer ce socle. Et en gros, il a inventé tous les ressorts du crowdfunding, ou en tout cas, il les a remis à jour à ce moment-là. Le canal de Panama est crowdfundé à l'Expo universelle de 1900, etc. Bon. La guerre des taxis, ça j'adore cet exemple, la guerre des taxis qu'on vient de vivre. Si je vous dis guerre des taxis, vous pensez à Pierre Maudet, à Uber et aux chauffeurs de taxi genevois, ou si vous êtes français, à G7 et aux taxis parisiens. Mais vous savez que la guerre des taxis, on en est à la 4e ou 5e. La première dont j'ai trouvé l'existence, c'est quand à Londres, on construit une technologie totalement disruptive qui est un pont sur la Tamise, et que les bateliers qui faisaient 7 ans de formation pour obtenir un diplôme leur permettant de maîtriser les courants avec un bateau à voile au XVIIe siècle, se retrouvent se retrouvent sur le cul d'un seul coup, concurrencés par des banlieusards, hein, c'est comme ça qu'ils les décrivent, qui débarquent qui mettent un cheval devant une carriole et qui d'un seul coup font le même service pour 3 fois moins cher. Le roi ayant donné des concessions à toutes les familles nobles pour qu'ils aient un monopole sur le transport, fait une loi interdisant aux carrioles de faire des courses de moins de 3 km, 3 km étant la distance entre la City et Westminster, et donc ils ne peuvent plus travailler, et puis bien sûr c'est intenable, tout comme le gouvernement français a essayé de faire attendre les chauffeurs Uber 15 minutes, ça n'a pas marché, et puis tout le monde a retrouvé un équilibre. Il y a eu encore une guerre après, quand le moteur à explosion est arrivé pour remplacer les carrioles, etc. etc., etc. Donc, voilà, l'impression de tout recommencer à zéro, je pense qu'on en revient, on se rend compte que non, ce qui nous arrive, c'est ancré dans une continuité, dans un passé, et que, en l'occurrence, en avoir conscience, c'est peut-être un atout. Ça nous rend peut-être un peu plus humbles que certaines personnes qui pensent avoir inventé la prose. Ça, c'est le diagnostic si on regarde en arrière. Maintenant, regardons en avant. Qu'est-ce qui va nous arriver? Alors, il y a beaucoup de changements qui vont arriver. Ça, c'est vrai que c'est étonnant. Et je me rappelle justement pour avoir eu l'honneur de présenter les 20 ans du web au CERN avec Tim Berners-Lee, c'était 2009. Et je disais quand même,
c'est fatigant un peu tout ce qui vient de se passer. Il m'a dit oui, mais vous savez, le plus important arrive. Et ça, il faut bien en avoir conscience. Aujourd'hui, il y a énormément d'industries qui ont à peine commencé leur mue digitale. On peut penser à l'éducation, on peut penser à la santé, on peut penser à la banque, on peut penser à l'assurance. Il va y avoir énormément de changements devant nous et donc énormément de risques, mais énormément d'opportunités. Ensuite, aujourd'hui, on arrive clairement dans une période de mode, de bulle, pas mal de bullshit. Ça commence à se voir un petit peu. Vous avez peut-être entendu parler des fameux ICO, les startups qui vendent leurs propres actions en utilisant la technologie blockchain. On sent un petit peu les prémices d'une nouvelle bulle, et donc il faut un petit peu remettre son crap filter, comme disent les Anglais, son filtre à bullshit. Et il faut recommencer à un petit peu lire les médias en se posant des questions de fond. Est-ce que vraiment ce qu'on me dit c'est vrai? Est-ce que vraiment ça va avoir un impact? Est-ce que vraiment je vais plus aller au bureau et mettre des lunettes 3D et travailler à distance? Est-ce que vraiment c'est ça? Bon, vous savez, du bullshit technologique, on en mange depuis des années. Rappelez-vous de Second Life, qui est un des... Rappelez-vous, voilà, on nous disait, vous n'êtes pas sur Second Life, vous n'avez rien compris, les Google Glass, etc., etc. Bon. Beaucoup de gens ont intérêt à ce qu'on croit le bullshit technologique, c'est normal, c'est ce qu'ils vendent en général, mais il faut rester pragmatique et ni tomber dans l'excès inverse qui est de dire qu'il ne se passe rien, que rien n'est intéressant, mais quand même prendre ça avec un peu des pincettes. Donc on a beaucoup de ça devant nous, moi je sens beaucoup les prémices de ça. Le passé redevient une force, je vous l'ai dit, et pourquoi ça redevient une force ? Parce qu'en fait, les façons un peu traditionnelles de faire du business, mine de rien, construisent des choses qui sont très importantes. Elles construisent notamment des relations. Vous savez, le digital est très mauvais pour créer des relations. Il faut se voir pour créer des relations. Et ensuite, le digital sert à maintenir les relations. Mais si vous êtes une entreprise qui travaille le même terreau depuis 100 ans, vous avez des relations que personne ne pourra vous enlever. Le savoir-faire redevient très à la mode. La réputation, c'est quelque chose de très important, ce que vous avez laissé derrière vous dans un écosystème. Donc je pense que tout ça, ça revient, et comment ça se matérialise? On voit aujourd'hui qu'il y a un peu ces valeurs qui se remettent dans le business, par exemple dans la gastronomie. Aujourd'hui, vous voulez ouvrir un resto. Il y a 10 ans, il fallait faire moins cher, plus rapide. Aujourd'hui, il faut faire plus local, plus clean, plus durable, et mettre la photo du paysan chez qui vous êtes allé chercher des carottes, dans le restaurant. Donc c'est intéressant quand même, ça c'est un retour un peu du concret, c'est un retour du tangible. Et si vous allez passer un peu de temps par exemple dans une ville comme Portland, qui est, comme disent les Américains, la ville où les hipsters vont prendre leur retraite, vous vous rendrez compte qu'il y a vraiment un mouvement de retour, voilà, de gens qui lancent des marques de bière, des food trucks, des choses comme ça. Bon, et c'est vrai que tout comme à mon avis on va beaucoup se digitaliser, on va aussi avoir besoin de s'occuper des besoins de nos corps, de toucher, d'être dehors, de faire du concret, etc. Je pense que Serge vous en parlera mieux que moi. Devant nous, on va vers une hybridation en anglais, hybridation en français, du online et du offline. Ça, c'est deux mondes qu'on a beaucoup opposés. On a dit Amazon va mettre le retail au chômage. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Amazon ouvre des magasins et rachète des chaînes de supermarchés. Pourquoi? Parce que ce qu'on a devant nous, c'est un client qui s'en fout d'être online ou offline. Tout ce qu'il veut, c'est interagir avec votre entreprise. Que ça passe par un SMS, un email, une rencontre en personne. Finalement, tout ce que veut le client, c'est être en contact avec vous et avoir une expérience consistante à travers ce qu'on appelle les touch points, les points de contact. Donc on voit bien que cette différence va disparaître. Ensuite, ça ne veut pas dire que tout est interchangeable. On voit aujourd'hui, par exemple, dans le monde bancaire que je connais bien, on a besoin d'avoir une agence pour signer les contrats. Par contre, pour relever les soldes, on va passer par le e-banking. Donc chaque canal, après, se spécialise et est complémentaire des autres. Mais clairement, on va vers une hybridisation. Il faut arrêter de penser l'un ou l'autre. Il faut penser l'un et l'autre. Ensuite, on a des nouveaux problèmes. On les voit, on en a parlé. On a des nouveaux défis, notamment autour de la sécurité, des nouvelles formes de crimes, des nouvelles formes de conflits. Allez lire, par exemple, ce qui se passe en ce moment entre la Russie et l'Ukraine, où il y a des attaques sur les centrales électriques ukrainiennes.
ou ce qui s'était passé d'ailleurs avec Stuxnet il y a 7 ou 8 ans, les Américains ou les Israéliens qui avaient infiltré, mis un virus sur les centrifugeuses iraniennes. Donc on a des nouvelles formes de conflits, des nouveaux problèmes qui arrivent, on a cette concentration des forces aujourd'hui dans le monde digital qui est inquiétante quelque part, mais qui n'est pas propre au digital. C'est propre à notre système économique. Plus on avance, plus les choses se concentrent. Aujourd'hui, on a un peu de mal à voir qui c'est qui va venir challenger Facebook et Google, comme Facebook et Google ont pu aller challenger des grands monopoles de l'époque. Et puis quelque chose qui est devant nous aussi, qui est assez important, je pense, et dont j'ai un peu parlé, mais c'est la fin, à mon avis, du leadership américain. Alors, voilà, j'insiste beaucoup là-dessus. Je suis né en France, donc j'ai un passeport français, donc je viens d'un pays qui, depuis 200 ans, essaye de saboter pour ne surtout plus être leader, un des pays leaders. C'est assez fascinant de voir ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. C'est très douloureux, mais on a vraiment l'impression qu'ils ne veulent plus assumer ce rôle de leadership, et donc ça va quand même changer un petit peu la donne et la redistribuer beaucoup entre l'Asie et l'Europe. Donc ça, c'est ce qu'on a devant nous. Et maintenant, je voulais m'arrêter rapidement sur les forces et les faiblesses de ce pays, je veux dire de notre pays. J'aimerais bien que ce soit mon pays. Ça le sera un jour. Quand j'aurai arrêté de déménager, de changer de canton tous les 4 ans, et donc de repartir à zéro sur les compteurs pour le passeport. Bref, les forces de la Suisse. Bon, il se passe quelque chose que vous avez peut-être, qu'on a tous remarqué, mais peut-être sans l'avoir verbalisé, c'est que les gens du digital, comme moi, vieillissent. Moi, quand je me suis lancé dedans, j'avais 19 ans. Aujourd'hui, j'en ai 41, j'ai 3 enfants. Et d'un seul coup, mes besoins ne sont plus les mêmes. Bon. Et la fameuse qualité de vie suisse que vous entendez à chaque fois que vous demandez à quelqu'un « mais pourquoi tu habites en Suisse ?» La qualité de vie, la qualité de vie. Bon. C'est en train de devenir un atout, notamment envers les gens du digital, qui, quand ils sont dans la Silicon Valley, habitent dans des appartements minuscules, qu'ils payent encore plus cher qu'un loyer suisse, pour vous dire, qui mangent assez mal, qui ont accès à zéro vie culturelle. Et d'un seul coup, notre qualité de vie européenne, suisse, française, attire des talents du digital. Et bien sûr, personne n'en parle trop, mais je peux vous dire qu'en ce moment, il y a pas mal de gens, et pas des moindres, qui sont en train de se rapatrier en Europe. Et si vous passez un peu de temps à l'EPFL, vous allez tomber sur des gens assez hallucinants qui étaient, il y a encore 6 mois, 1 an, dans la Silicon Valley, et qui reviennent parce qu'ils disent, voilà, ici, la vie est quand même un peu plus qualitative. Donc ça, c'est une vraie force qu'on a en Suisse. Et je pense qu'on a de la chance, quelque part, le vieillissement de la population digitale, sur lequel on ne peut rien, combiné à cette qualité de vie, devient un atout pour nous, tant mieux. Ensuite, il y a vraiment la résilience de notre système économique en Suisse, alors, qui est toujours étonnante. Alors, des fois, ça m'arrive d'être dans les médias français. Et j'étais une fois sur BFM, et puis je parlais justement de la Suisse. Voilà, je trouve qu'en France, on ferait bien de s'inspirer un petit peu du modèle suisse sur certains aspects. Et la réaction à chaque fois des Français, c'est « oui, mais la Suisse, de toute façon, vous êtes un petit pays, et puis bon, c'est la finance, quoi. » Enfin, sous-entendu, votre force, c'est le secret bancaire. Bon, et puis une fois, à force de me prendre cet argument, je suis quand même allé voir les chiffres, et j'étais étonné de voir que la finance en Suisse, c'est, selon les estimations, entre 9 et 13% du produit intérieur brut. Et qu'en fait, c'est pas du tout. L'image de la Suisse est un pays de la finance, mais en fait, pas du tout. La Suisse, c'est vous, c'est les PME, c'est l'industrie, c'est tout un tas de secteurs incroyables. Et c'est vrai qu'on a une grande variété d'activités, et ça, c'est une très grande force. On ne dépend pas d'une seule industrie. Je crois que notre côté multiculturel va être fondamental. Moi, je crois beaucoup au « nous ». Je pense que notamment, enfin en tout cas, les problèmes sociaux qu'on a devant nous, que ce soit le réchauffement climatique, l'extrémisme, toutes ces choses-là, ne se résolvent qu'à plusieurs. Or, qu'est-ce qu'on voit autour de nous? On voit plutôt du nationalisme, on voit plutôt des gens qui disent « moi », et en Suisse, on pense plutôt « nous ». Ça, pour revenir aux interventions dans les médias français, à chaque fois, ça les fait bien rire quand les Suisses votent contre 6 semaines de vacances, en se disant ben, globalement, c'est peut-être pas une bonne chose pour notre économie. Et ensuite, quand ça va bien en Suisse, ils disent « ah, qu'est-ce qu'ils ont de la chance, ces Suisses ?» Oui, non, mais vous n'avez pas compris.
c'est que la Suisse, c'est un pays où il y a encore un esprit de corps. C'est un des derniers. Ça, c'est très précieux. Très, très précieux. Il faut absolument le garder. Et je pense que dans ce qui va nous arriver, il va falloir encore plus unis que jamais. Et ça, c'est une vraie force de la Suisse. Surtout pas perdre ça. En Suisse, on est ancré dans le vrai. Le fameux bon sens paysan, j'adore. Une fois, j'avais rencontré des grands investisseurs basés en Suisse, genre Alain Nico, Neil Reimer, ces gens-là. Puis chaque fois, j'essayais, moi, de rentrer un peu dans ce métier. Et quand je ne connais pas quelque chose, moi, je pose des questions. Alors, je vais voir les deux, Neil et Alain, séparément. Je vais leur dire, c'est quoi le secret de faire des bons investissements? Puis ils me disent, le bon sens paysan. Et le bon sens paysan, mine de rien, ça va devenir plus important que jamais. Remettez ça dans le contexte que je vous ai dit tout à l'heure, du bullshit. Il faut, le bon sens paysan, c'est être dans le vrai, c'est dire les choses telles qu'elles sont, c'est faire face aux problèmes, c'est être pragmatique. Ça, je pense que c'est vraiment une de nos forces et il ne faut surtout pas la perdre. L'ennemi du bon sens paysan, c'est le spectacle. Hein, c'est que le bon sens paysan, c'est pas très spectaculaire. C'est moins spectaculaire qu'un tweet de Donald Trump. Mais vous verrez, quand il n'y aura plus de tweet de Donald Trump, il y aura encore du bon sens paysan. On a des très bonnes infrastructures. C'est une banalité, mais c'est vrai. Et puis je pense que la Suisse est un des derniers pays qui arrive encore à penser à long terme. Et ça, il y a vraiment, pour moi, c'est une des grandes questions. Comment est-ce qu'on, peut-être Ania va en parler, mais comment est-ce qu'on recrée du long terme? Comment est-ce qu'on redonne aux gens des incentives de penser à long terme? Un politicien qui doit se faire réélire tous les 4 ans, on ne lui dit pas de penser à long terme. Ça m'avait frappé, il y a quelques années, on avait fêté les 30 ans du TGV. Le TGV, c'est une décision de Giscard. Et je me disais, est-ce que quelqu'un, 30 ans plus tard, est allé lui dire, mais qu'est-ce que vous avez vraiment pris une bonne décision il y a 30 ans? Non, personne n'a fait ça. Et en fait, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on pense tous à très court terme. Et je pense que la Suisse est un des derniers pays qui a cette capacité à se projeter sur des cycles longs. Et pour revenir aux grands problèmes sociaux qu'on a devant nous, il va falloir se projeter dans des cycles longs pour les résoudre. Le réchauffement climatique, c'est un problème qu'on crée depuis 200 ou 300 ans. On ne va malheureusement pas pouvoir le régler en 1 an ou 2. Quelles sont nos faiblesses maintenant? Faiblesse, c'est un petit marché. On a un petit marché, ça c'est un vrai problème. À chaque fois, j'entends des entrepreneurs se plaindre de l'attitude des investisseurs en disant « mais vous n'investissez pas ». Bon, vous savez, les investisseurs, eux, ce n'est pas des gens qui font beaucoup de sentiments, hein. C'est des gens qui sont plutôt pragmatiques. S'il y a de l'argent à faire, ils vont investir. S'il n'y a pas d'argent à faire, ils ne vont pas investir. Il n'y a pas trop de sentiments dans l'investissement en général. Pourquoi les investisseurs n'investissent pas en Suisse ou n'investissaient pas en Suisse? C'est en train de changer, parce que c'est vraiment un petit marché et qu'on a du mal à amener les boîtes à une taille critique. Et ça, c'est un vrai problème difficile, d'autant plus avec la segmentation culturelle. On voit assez petit, c'est vrai que je trouve que on a un complexe d'infériorité en Suisse, qui est dommage, parce qu'à mon avis, plutôt que de se sentir inférieur, on ferait bien de parfois être conscient de nos forces et se dire qu'au contraire, on devrait partager ce qu'on fait de bien et les autres devraient le copier. On réfléchit trop, on n'agit pas assez. Ça me frappe toujours. On essaie de faire des analyses, on veut vraiment être sûr d'avoir bien décidé. Bon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est itératif. Marc l'a dit, on ne sait pas trop où on va, il faut se lancer, il faut avancer, et puis on apprend. Et c'est vrai que hier, par exemple, j'étais en rendez-vous avec une grande entreprise genevoise qui voulait monter un événement sur l'innovation, et puis je leur disais, mais voilà, vous voulez instaurer un peu une nouvelle culture, qui est qu'on se parle tous, qu'on est un écosystème et tout, alors faites venir vos clients à l'événement. Oh là 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 là, non, surtout pas nos clients à cet événement, parce qu'après, s'il y a une présentation qui n'est pas bien, qu'est-ce qu'ils vont penser? C'était un événement interne, vous l'avez compris. Et je me disais, mais en fait, en Suisse, des fois, on pense que les défis sont des choses inamovibles, en fait. On se dit, voilà, non, les clients ne viendront pas, puis on ne réfléchit plus. Au lieu de se dire, bah, tiens, en effet, on a un défi, il faut absolument qu'on trouve une façon d'intégrer les clients parce qu'on veut rassembler notre écosystème. Comment est-ce qu'on va résoudre ça? Comment est-ce qu'on va aller plus loin? On a l'habitude, en fait, de prendre un peu les défis comme des paramètres immuables. Ça, je pense que c'est une erreur. Et puis, une de nos grandes faiblesses, c'est notre confort. Finalement, c'est que tout va très très bien. Et alors là, j'ai demandé à la technique si on peut mettre une vidéo. Alors, hier soir,
n'arrivant pas trop à dormir comme d'habitude la veille d'une présentation, je suis allé sur mon ordinateur et j'ai tapé Silicon Valley dans les archives de la RTS. Et alors, je suis tombé sur quelque chose qui m'a fasciné, que je voulais vous montrer, qui est une vidéo de quelqu'un que vous allez reconnaître. Il est un peu plus jeune. Dans le monde entier, pour vos affaires, quand vous revenez en Suisse, au fond, qu'est-ce qui vous frappe le plus? Je crois que, d'abord, ce qui me frappe, c'est que la Suisse est un beau pays, que la Suisse est un pays dans lequel les gens se sentent bien, semble-t-il, sont heureux. Il y a aussi un certain calme, une certaine sérénité. Trop calme. En tout cas, très calme par rapport à ce que l'on peut voir dans les autres endroits du monde. Et on aurait presque l'impression que, d'une certaine façon, la Suisse marche à un rythme qui est différent de certains des autres endroits du monde. Et là, je veux penser aux endroits tels que la Chine, ou en tout cas des régions comme Taïwan, le Japon et aussi les États-Unis. Donc je pense qu'en général, nous sommes dans un univers un peu protégé, dans un univers qui marche à son propre rythme. Est-ce que vous diriez que la Suisse, dans une certaine mesure, est un peu malade de sa prospérité? Je crois qu'effectivement, lorsque j'ai découvert des pays comme Taïwan au milieu des années 80 ou plus récemment l'Irlande, souvent je me suis surpris à dire que finalement leur richesse était leur pauvreté. Leur richesse et leur pauvreté parce que finalement on sait bien que tant qu'on n'est pas poussé à faire quelque chose, c'est pas naturel de le faire. On est tous des êtres humains, donc je pense qu'on a tous un certain côté de paresse et on recherche le bien-être. Et donc dans un pays comme celui-là où on est supporté de toutes parts, bien dans un environnement agréable, il y a peu de motivation. Vous voyez, comme quoi c'est un vieux problème qu'on a en Suisse. Alors, si vous pouvez mettre le slide suivant avec le son, est-ce que vous allez pouvoir deviner la date en regardant le générique, fait probablement avec un Amstrad 6128, pour ceux qui ont connu cette époque. Si vous arrivez juste le slide d'après avec le son, peut-être ça va vous donner une idée de en quelle année s'exprimait Borel. Si on n'arrive pas à le mettre, on va passer à autre chose, mais regardez. Exactement, il s'exprime en 91. En 91. C'était il y a 26 ans. Il dit ça. Vous voyez, donc comme quoi, plus on avance, plus les problèmes sont les mêmes. Mais ça, je crois que c'est vraiment notre souci. Nos forces, nos faiblesses, ce qu'il y a derrière nous, ce qu'il y a devant nous. Maintenant, une dernière chose, c'est cette partie agir. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? C'est bien joli de diagnostiquer. Maintenant, il faut se projeter vers l'avant. Vous avez des entreprises à faire tourner. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Alors, je pense qu'une des premières choses qui est très importante, c'est comprendre que l'innovation, ça n'est pas que la technologie. Ça me frappe à chaque fois. Quand je suis invité à présenter dans une entreprise et que, par exemple, ils demandent aux gens d'imaginer les services de demain, 100% des pitchs commencent par « notre idée, c'est une app qui ». Et c'est complètement faux. Vous pouvez innover de plein de façons différentes. On a en Suisse le spécialiste mondial des business models, Alex Osterwalder. Vous pouvez innover avec votre business model, avec votre pricing. Vous pouvez innover avec la façon dont vous êtes organisé. Vous pouvez innover en réinventant vos processus. Vous pouvez innover en améliorant vos produits. Vous pouvez même innover des fois en enlevant la technologie. Moi, un homme que j'aime beaucoup, pour qui j'ai énormément d'admiration, c'est Michel Balestra. Ceux qui connaissent, le fondateur de Balestrafic, qui est devenu déménageur après avoir été champion suisse d'haltérophilie, et qui a enlevé les GPS de ses camions, parce qu'il se rendait compte qu'avec le GPS, les chauffeurs arrivaient tous à la même heure que les concurrents. C'est normal, puisque tout le monde suivait le GPS. C'est une belle leçon que parfois, pour innover, il faut enlever la technologie. Ce que je vous ai dit sur le monde de la gastronomie, par exemple. L'innovation, ça n'est pas que la technologie. Ne soyons pas aveuglés par ça. Ne pensons pas que la technologie est une religion et est la solution à tous les problèmes. Deuxième chose, il faut anticiper les changements, mais il faut aussi écouter. On a oublié ça très souvent. Soit l'un, soit l'autre. Soit on écoute et on n'anticipe pas, soit on anticipe et on n'écoute pas. En fait, il faut faire les deux. Il faut absolument passer du temps avec vos clients, comprendre les besoins qu'ils ont, mais pas
faire que ça non plus, des fois, prendre des risques. Donc il y a l'innovation continue et l'innovation de rupture peut-être. Il faut absolument se projeter dans ce « et », anticiper et écouter. Il faut penser que l'avenir, c'est donc un écosystème avec des startups, des PME, des grandes entreprises, des gouvernements, l'académique, mais c'est qu'en fait, ce n'est pas l'un ou l'autre de ces acteurs, c'est tous ces acteurs ensemble. Donc il faut vraiment créer des ponts avec votre écosystème. Il faut comprendre que l'avenir, selon moi, sujet à débat, ça n'est pas la machine qui remplace l'humain, mais c'est la machine et l'humain qui travaillent ensemble. La technologie, pour moi, Serge Tisseron va en parler tout à l'heure, je crois, donc je ne vais pas élaborer trop là-dessus, mais la technologie, pour moi, détruit des métiers, pas des emplois. C'est une très, très importante différence. La technologie détruit des métiers depuis très longtemps. Avant, il y avait des opérateurs dans les ascenseurs. Avant, il y avait des opérateurs pour s'occuper du réseau téléphonique. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont complètement automatisées. Et pourtant, on invente toujours des nouveaux emplois. Vous savez, coiffeur, c'est un métier qui n'existait pas il y a 100 ans. Aujourd'hui, vous voyez tout ce qui émerge autour de l'e-sport ou des drones, c'est des choses qui n'existaient pas. Donc on détruit des métiers, on en invente d'autres. Et l'avenir, j'espère que ça sera une collaboration entre les machines et les humains, tout comme on le voit déjà depuis très longtemps dans les avions, par exemple, où vous avez un humain pour piloter et un pilote automatique pour quand il s'agit de tenir le manche pendant 15 heures tout droit. Pour agir, il faut savoir que la data n'est pas tout. Il faut se concentrer sur la data, mais aussi sur tout ce qui est non mesurable, sur tous les intangibles, sur tout ce qui est invisible, hein, les relations, le savoir, la réputation. C'est des choses qu'on ne peut pas mettre dans les chiffres. La data, c'est bien, mais c'est limité. Une data, par exemple, n'a aucun contexte. Sur le web, on va vous dire, voilà, il y a 30% des gens, ils arrivent au dernier step de votre magasin, puis ils n'appuient jamais sur le bouton buy. Vous ne saurez jamais pourquoi. Parce que leur téléphone a sonné, parce qu'ils ont trouvé moins cher, parce que leur femme est en train d'accoucher, vous ne saurez jamais. Et donc en fait, on a de la data, mais on n'a pas de contexte. Donc n'oublions pas qu'il faut s'intéresser à ces deux-là. Une des choses à faire absolument, c'est de transformer et de livrer en même temps. On pense toujours aussi que c'est antinomique, que soit on fait tourner son entreprise, soit on la transforme. Si vous regardez bien, les entreprises qui ont du succès font les deux en même temps. Au moment où on s'occupe des clients, on prépare l'avenir. Bien prendre conscience que l'innovation est collective, qu'elle est difficile, c'est très très difficile d'innover. Si c'était possible de le refaire à chaque fois, vous verriez des vrais serial entrepreneurs. Je pense qu'il n'y a rien de plus rare qu'un serial entrepreneur, un ou une, des gens qui ont du succès plusieurs fois. C'est très très rare. Pourquoi? Parce que réussir, c'est très compliqué, il y a beaucoup de facteurs. La chance a une très grande part aussi là-dedans. Et puis l'innovation, c'est très très lent. Ça prend beaucoup de temps, il faut être très patient. Quand vous voyez débarquer l'iPhone, que vous avez un espèce de moment binaire, un avant, un après. Pour les gens qui travaillent sur l'iPhone, c'est 20 ans de travail. Mais peut-être plus important que tout, c'est se rappeler que, en fait, la transformation digitale, ce n'est pas à propos du digital. La transformation du digital, c'est, comme toujours dans le business, à propos du client. Et l'important, c'est le client. Si le client vous demande du digital, faites du digital. Mais le but, ce n'est pas le digital, c'est le client. En conclusion, moi je sens qu'il y a beaucoup de... Alors mon job, c'est un peu d'essayer de sentir ce qu'on appelle les signaux faibles. J'ai beaucoup de signaux faibles positifs en ce moment. Les signaux faibles, c'est si vous avez connu Google quand ils étaient 4 dans un garage, c'était le moment où c'était un signal faible. Et puis si vous vous êtes rendu compte qu'ils existaient le jour de leur IPO, c'était plus un signal faible, c'était un signal fort. Qu'est-ce qu'il y a comme signaux faibles aujourd'hui autour de nous? Il y a ces gens qui reviennent de la Silicon Valley que je vois. Il y a des patrons qui passent du temps dans les deux mondes et qui me disent mais en fait en Suisse on a des meilleurs développeurs, par exemple. C'est un patron d'une grande boîte américaine qui m'a dit ça il y a quelques temps. On a des meilleurs développeurs, c'est pas des divas, ils partent pas au bout de 6 mois, ils demandent pas à avoir des massages pendant qu'ils codent. Bon. On voit clairement que le thought leadership, la pensée la plus sophistiquée aujourd'hui commence aussi à venir d'Europe. Et bon, c'était notre rôle pendant très longtemps, mais on voit vraiment qu'il y a ça qui revient. On voit beaucoup d'initiatives autour de nous qui sont étonnantes, bluffantes, voilà, autour de l'EPFL, le campus biotech à Genève,
En France, je pense à 42. Quand est-ce que c'est la dernière fois qu'une école européenne a été ouvrir une antenne à la Silicon Valley, comme ça vient de se passer avec 42, l'école de Xavier Niel, où il n'y a pas de diplôme, etc. Bon, on sent que c'est en train de tourner. Les investisseurs s'intéressent plus que jamais à la Suisse. Si vous avez vu, il y a Abionic, comment ça s'appelle, Sophia Genetics, qui vient de lever 30 millions auprès de fonds extrêmement prestigieux. Moi, je reçois des contacts de très grands fonds d'investissement qui me disent qu'ils s'intéressent aux entreprises suisses. Donc, on sent que l'argent est en train d'arriver parce que notre économie, notre écosystème a beaucoup de potentiel. Et puis, il y a aussi des startups qui réussissent. Hier, il y a eu Qumram, que vous connaissez peut-être, qui est une boîte de technologie de régulation, de RegTech, automatiser les checks régulatoires, qui a été racheté par un acteur américain. Et donc, on voit que notre écosystème est en train de chauffer. Je pense que voilà, on assiste à cette espèce de sabotage américain qui est très triste et qui en même temps forcément va faire bouger les lignes. Je pense qu'on a une très grande complémentarité avec l'Asie. L'Asie a actuellement du capital, de la capacité de production. En Europe, on a beaucoup de savoir-faire, on a beaucoup d'histoire, on a beaucoup de substance. Et la combinaison est intéressante. Il y a aussi énormément de capitaux asiatiques qui cherchent à venir en Europe. On a nos armes fatales, le bon sens et l'empathie. Je pense que c'est très très important de capitaliser là-dessus. Et notre vrai risque, c'est de penser que ça va bien et que comme ça va bien, il ne faut pas changer. Alors que c'est justement l'inverse. C'est quand ça va bien qu'il faut changer. Merci beaucoup. Merci pour cette magnifique entrée en matière. Un message à la fois rassurant, positif, ça fait du bien. On a toujours tendance, les Suisses, à avoir des fois des choses assez négatives, se culpabiliser. J'aimerais vous donner la possibilité de poser des questions à Laurent Haug. C'est important pour nous de vous entendre. Y a-t-il des mains qui se lèvent? Nous avons une dizaine de minutes à disposition pour des questions. Oui, tout au fond. Oui, monsieur. Un micro va venir vers vous. Merci de vous présenter. Christian Affolter, la GFI. Souvent, en fait, lorsque les startups réussissent en Europe, on a l'impression que c'est pour se faire acheter dans les 5 années qui suivent plutôt que de vouloir tenter une entrée en bourse. Est-ce que vous observez un changement d'attitude à ce niveau-là? C'est vrai que c'est un peu une des maladies. Je pense que c'est un peu à chacun de définir ce que c'est que le succès. C'est très important. Mais clairement, on a une culture qui est que le succès, c'est de vendre une entreprise. Et c'est pas forcément une très bonne chose. Et j'espère que ça va changer. Mais aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'on recommence à valoriser d'autres formes de succès. C'est-à-dire qu'on a couru vers l'IPO, c'est le but ultime, l'exit, c'est le but ultime. Et aujourd'hui, dans les jeunes générations, on voit des gens qui lancent une entreprise avec comme objectif d'être 10 personnes, 20 personnes, et de se projeter dans un horizon de temps beaucoup plus long. Donc j'espère que c'est une culture qui va être valorisée. Là, les médias, tous, on a pas mal de travail à faire là-dessus. C'est vrai que c'est quelque chose qui est global dans la société où on a tendance à penser que la valorisation boursière, c'est un petit peu le tableau d'affichage des scores, en fait. Bon, il faudrait développer la capacité à mesurer l'impact des entreprises sur d'autres métriques que juste l'argent qui est généré aussi par rapport à l'environnement, par rapport à l'impact social, etc. J'espère que ça va changer. Merci beaucoup. Une autre question? Merci. René-Marc Blazer, BDO. J'aurais une question. Quand vous parliez de la Suisse et de l'Europe, notamment par rapport à son attrait pour les gens du digital vieillissants, mais vous ne pensez pas qu'il y aura de nouvelles générations de gens du digital qui vont justement rendre obsolètes ces anciennes? Ben, vous savez, alors bien sûr, heureusement d'ailleurs. Moi, des fois, je leur dis, mais prenez le pouvoir, tant que vous payez ma retraite, c'est bon. Non, mais bien sûr, mais ce qui a manqué, en fait, très,
très longtemps, à mon avis, à l'écosystème suisse, c'était plutôt des gens qui avaient du capital, qui avaient de l'expérience et qui pouvaient fertiliser le terreau. On a toujours eu des développeurs incroyables ici. On a toujours eu une relative facilité à créer des entreprises. On a toujours eu un système économique qui tournait très bien. Enfin, quand vous êtes français, vous arrivez en Suisse, c'est hallucinant. Je suis allé à une administration, j'ai attendu moins d'une heure. C'est fou. Bon. Et donc, je pense que ce qui manquait, c'était vraiment un des problèmes de la Suisse, c'est que les entrepreneurs qui viennent ici de l'étranger viennent souvent, c'est un peu le cimetière des éléphants, quoi. Ils viennent pour arrêter de travailler, pour préserver leur capital, pour se reposer et tout. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est des gens qui reviennent avec l'envie d'aider l'écosystème. Vous avez un cas très intéressant à l'EPFL, qui est Édouard Bugnon, qui est aujourd'hui vice-président des infrastructures de l'EPFL. Édouard Bugnon, c'est le cofondateur de VMware, qui est une boîte qui a eu un succès énorme et qui, derrière, a fait un deuxième énorme succès qu'il a revendu à Cisco. Bon, Édouard, c'est quelqu'un qui maintenant travaille dans l'écosystème suisse, qui met son réseau au service de l'écosystème, qui met son capital au service de l'écosystème, et ça change tout. Parce que d'un seul coup, on a des modèles, d'un seul coup, on a accès à des réseaux auxquels on n'avait pas accès avant, etc. Donc oui, bien sûr qu'il y a une jeune génération. Ce que j'espère, c'est qu'aujourd'hui, contrairement peut-être à ma génération qui n'avait pas vraiment de mentor, qui n'avait pas vraiment de soutien, donc qui n'avait pas de légitimité, qui n'avait pas d'écho, là, on a une équation qui s'installe très différemment, à mon avis. C'est une très bonne remarque. Oui. Si jamais, moi, ce que je fais en général, quand j'organise un événement pour qu'il y ait plus d'interaction, c'est que je remplace l'eau par du blanc. Et là, c'est tôt, hein. 10h10. Il suffit de se lever à 4h du matin, puis c'est pas tôt. Tout va bien, il y a des questions. On vous écoute. Bonjour, Annika Hartmann de la Fondation Co-Initiative et Changement. Donc, juste pour répondre à votre intervention, il y a d'autres endroits en Europe où on est aussi très innovatifs. Par exemple, à Stockholm, c'est le Silicon Valley de l'Europe. Et en plus de ça, la société, elle est différente, elle est plus inclusive, plus intéressante pour les jeunes parents surtout. Et comme on a vu dernièrement, le Conseil fédéral dit qu'il ne faut pas un congé paternel. Donc pour les pères, voilà, je me dis peut-être pour la génération vieillissante, c'est intéressant ici, mais pour les plus jeunes, je pense un peu moins. Vous avez du courage de venir dans un événement sur l'économie suisse pour faire de la pub à la Suède. Donc vous avez compris, donc si vous voulez fermer votre entreprise en Suisse et l'ouvrir en Suède, vous allez voir madame. Mais bien sûr, ce qui est, alors, je pense un des messages que j'essaie de dire, c'est le « et ». Moi, je trouve que le « et », plutôt que le « ou », c'est une façon de penser. Il y a un bouquin là-dessus qui s'appelle « Build to Last », qui est pour moi un des bouquins de référence. C'est « Construire pour durer » et qui va voir l'ADN de toutes les entreprises qui durent et qui innovent depuis très longtemps, dont on ne parle jamais. General Electric, 3M, Boeing, Disney, boîtes qui sont là depuis 100 ans, qui sont hyper innovantes. Et en fait, ils ont trouvé beaucoup de caractéristiques, il y en a 11 ou 12, et une des caractéristiques, c'est le « et ». C'est d'arrêter de penser que si moi j'ai du succès, personne d'autre ne peut en avoir. C'est de penser que si je m'occupe du passé, je ne peux pas m'occuper du futur. Et je pense que c'est une bonne chose que vous dites. En effet, vous avez un écosystème qui est très intéressant. Maintenant, en Suisse, vous allez payer un peu moins d'impôts qu'en Suède. Il y a un peu plus d'heures de soleil par jour quand même. On n'est pas obligé de manger du hareng aussi souvent que vous. Mais je me réjouis. Et à part ça, pour faire une petite pique, moi j'espère vraiment qu'en Suisse, on ne va pas essayer de refaire la Silicon Valley. Les gens qui veulent refaire la Silicon Valley, pour moi, c'est une grosse erreur. On ne refera pas la Silicon Valley. La Silicon Valley, c'était le modèle d'il y a 30 ans. Maintenant, il faut inventer un nouveau modèle qui n'est pas la Silicon Valley. Et vraiment, c'est très important pour les gens qui ont du pouvoir politique. Le message ne doit pas être réinventons ce qui a permis de faire Intel. Non, non, il faut faire après Intel. D'où ça va venir. J'espère que ça va venir de l'Europe où il y aura ces clusters. Une ville qui boom en ce moment, c'est Lisbonne. C'est incroyable ce qui se passe au Portugal. La Suède bouge, la Finlande bouge énormément. L'Allemagne, à Berlin, il y a un hub de start-up qui est extraordinaire. Paris devient un des pays les plus intéressants. Enfin, il y a vraiment une effervescence européenne qui est très intéressante. Donc gardons cette saine compétition entre nous. Et d'ailleurs, en fait, vous savez, le problème entre la Suède et la Suisse, moi je me rappelle à chaque fois que j'invitais un speaker américain à venir en Suisse, avant de monter dans l'avion, il faisait un tweet « I am on my way to Sweden ». Je suis là « Ah non !»
Donc de toute façon, quand vous êtes en Suisse, les gens pensent que vous êtes en Suède. Donc vous voyez, c'est bien la preuve de ce « et » que je décris. Très bien, merci beaucoup. Voilà, plein de mains qui se lèvent. Oui, je vous ai vu. Bon, monsieur, tout au fond, devant le miroir. Oui, Jacques Blanc de BDO. Une petite question. Vous dites, à juste titre, qu'il faut changer quand tout va bien. Ça fait des générations qu'on dit ça en Suisse. Rien ne bouge et tout va toujours bien. Donc, comment faire pour initier un changement dans ces conditions? Penchez-vous sur l'histoire. Vous allez voir que tout n'allait pas bien en Suisse. Pourquoi les Suisses sont devenus un peuple qui a eu autant d'impact au niveau global? Vous savez, les rails du tram de San Francisco ont été posés par une société suisse parce que justement c'était un pays où pendant longtemps les ressources qu'il y avait ici ne servaient quelque part à rien, et donc c'est des gens qui ont dû s'exporter. Je me suis penché une ou deux fois sur l'histoire des banques privées genevoises. Vous allez voir les risques qu'ils ont pris, c'est complètement fou. Une boîte comme Pictet ou Lombard, Pictet a lancé un service d'asset management dans les années 80, à l'époque où c'était complètement... personne n'avait vu venir cette opportunité. Ils ont commencé à 2, aujourd'hui ils sont 1500. Donc en fait, on ne se rend pas compte, mais on en est arrivé là où on en est parce qu'on a pris des risques, parce qu'on n'avait pas le choix. Et alors comment on fait après? C'est vraiment la culture, et je pense que c'est le rôle des leaders de ces organisations d'instaurer une culture de l'insatisfaction positive, de valoriser le changement. Vous avez Jean-Claude Biver qui dit toujours « moi je récompense l'erreur ». Et voilà, c'est vraiment à nous, en tant que leaders, de maintenir une culture qui pousse les gens vers l'avant. Mais c'est le plus dur, vous savez, je dis toujours, pour faire une analogie avec l'informatique, un pays, il y a le hardware et il y a le software. Bon. Et on pense que ce qui est difficile à changer, c'est le hardware, c'est-à-dire construire des routes, des ponts, bon. Et le software, c'est les mentalités. Mais en fait, ce qui est difficile, c'est de faire changer le software. C'est de faire évoluer la tête des gens. Les infrastructures, c'est la partie facile. Donc, attaquons-nous. Nous avons un très bon hardware. Nous devons un petit peu mettre à jour notre logiciel. Voilà. Question suivante. Bon, le micro est là. Vous pouvez le prendre, oui. Je garde le micro, alors. Yves Piton, VTX Télécom. Je rentre de 4 ans de la Silicon Valley. Je suis toujours choqué quand j'arrive ici de voir finalement toutes les valeurs et tout ce que vous présentez, avec lesquelles je suis tout à fait d'accord, mais finalement le peu de rêve, d'ambition qu'il peut y avoir, de disrupter, ou de quel que soit le terme, d'avoir un rêve, d'y croire, d'avancer et de faire bouger les choses. Et c'est vrai que quand on regarde les universités, pourquoi et comment est-ce qu'on pourrait faire pour que les gens qui sortent n'aient pas simplement envie de rejoindre un grand groupe, que ce soit dans les télécoms, que ce soit dans une industrie, mais une volonté de prendre des risques. Et là, ça peut être au niveau culturel, ça peut être aussi au niveau peut-être du cadre, que ce soit juridique, que ce soit ou autre. Vous connaissez bien en fait la problématique, franco-suisse, etc. Quelles seraient vos recommandations à ce niveau-là? Ben pour moi, c'est ce que j'ai dit quand je trouve qu'on pense trop petit ici. Et pour moi, c'est là que c'est le rôle un peu des modèles, c'est-à-dire de redéfinir un peu le succès, de reconsidérer un peu ce qu'on entend comme un succès socialement acceptable. Et je pense que c'est ce que va changer dans cet écosystème, le retour de personnes qui ont monté des très grandes entreprises, qui avaient beaucoup d'ambition. Mais je suis totalement d'accord avec vous. Souvent, les barrières qu'on a ici, c'est ce que je viens de dire de multiples façons, sont dans nos têtes. Et une des barrières, c'est qu'on s'empêche de rêver. Et voilà, c'est peut-être le côté un peu insulaire. J'avais trouvé ça m'avait beaucoup étonné en Australie. J'avais été étonné, comme ils ont un côté, ils ne pensent pas plus loin que leur île, quoi. Chez eux, ça s'explique. Et chez nous, on a un peu ce côté-là, genre, on a du mal à se projeter à l'extérieur. Mais c'est un vrai problème. On en revient toujours à la culture et à l'état d'esprit. C'est le problème de fond, il est là. Je suis derrière vous. Oui, monsieur. Oui, bonjour. Ça marche. On vous marche. entend. Allez-y. Ok, Vincent De Seine, Société Raus. Alors juste avant ma question, je confirme, j'étais dans un taxi à New York il y a peu de temps. J'ai parlé, on m'a demandé d'où je venais. J'expliquais et au bout d'un moment, j'ai compris qu'en fait le pays avec les belles blondes dont il me parlait était la Suède. Il pensait que je venais de Suède, donc je confirme. Et nos clients parfois envoient des colis, nos fournisseurs au Swaziland. Donc il y a confusion aussi. Non, alors ma question, c'est finalement, vous dites à juste titre que
la technologie va transformer les métiers de demain, donc il y aura des emplois qui seront différents finalement. On parle aujourd'hui de 50% des emplois qui n'existent pas aujourd'hui dans les 20 années à venir, enfin des métiers. Et puis vous dites également, il faut y aller pas à pas, c'est incrémental. Sauf que la formation, c'est difficile de la rendre incrémentale, et puis il faut commencer à la prévoir aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on peut faire d'après vous? Qu'est-ce qui est fait en France? Qu'est-ce qu'on pourrait faire en Suisse pour prévoir justement cette formation sur les métiers de demain, sachant que c'est difficile de savoir ce qui se passera dans 20 ans? Alors je dis incrémental comme un des outils, hein, justement en complément des sauts. Mais pour moi, ce qu'il faut faire, c'est, on voit aujourd'hui pas mal d'écoles d'ingénieurs reviennent vers les humanités. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'un futur que personne ne connaît. Moi, je suis fasciné par les gens qui font des études en vous disant que 50% des jobs vont disparaître. Je dis, mais arrêtez de faire des études, allez faire des hedge funds. Si vous connaissez l'avenir, placer de l'argent sur les marchés, ça sera beaucoup plus efficace. Bon, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et quand on ne sait pas trop, à mon avis, justement, il faut un peu se replier sur des choses de fond. Et les choses de fond, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce que d'abord les machines ne vont pas pouvoir nous piquer, donc la créativité, l'empathie, l'interaction avec les autres, l'agilité. Les machines sont très fortes pour prendre des tâches répétitives de force. Il y a un débat philosophique à avoir d'ailleurs là-dessus, qui serait qu'il y a des gens qui prédisent qu'on va arriver vers une société dominée par les femmes, hein, puisque en gros ceux qui vont perdre leur emploi, c'est surtout les hommes. Bon, moi qui ai 3 filles, je suis plutôt content de ce genre de prédiction. Mais c'est vrai qu'il faut se concentrer, à mon avis, sur les relations avec les autres, il faut se concentrer sur ce qui nous rend humains, et il faut retourner aux fondamentaux. Voilà. Pour moi, les 2 armes fatales dans le business, c'est l'empathie et le bon sens, qui sont, à part ça, souvent l'opposé de ce qu'on vous enseigne dans l'éducation. Donc plutôt que de bloquer les gens dans une façon... Et moi, je ne suis pas critique du système éducatif. C'est un vrai problème, c'est compliqué. Souvent, ce système est jugé à l'emporte-pièce. Et puis, quand il prend des risques, il se fait taper dessus. On dit, mais vous faites n'importe quoi, donnez des iPads aux enfants. Bon, c'est très compliqué. Mais je pense qu'il faut vraiment, aujourd'hui, se replier un peu sur ses fondamentaux et dire qu'il ne faut pas apprendre, par exemple, nécessairement à programmer. Enfin, ce qui est important quand on apprend à programmer, ce n'est pas le langage de programmation, c'est qu'on apprend comment réfléchit une machine. Comment réfléchit une machine? Ça, c'est fondamental. Le langage d'X ou Y, un enfant, dans 10 ans, ce langage, très probablement, ne sera plus là. Donc, c'est se replier sur ces fondamentaux de fonctionnement humain, de logique, de bon sens, d'empathie, d'être humble, d'être créatif. Voilà, ça, je pense que c'est vraiment ce qui est important pour nous. Vous êtes sur la même longueur d'onde que Laurent Alexandre, qui a écrit La guerre des intelligences et qui dit il faut surtout de la culture, et parce que les robots, en fait, ils marchent tout seuls. C'est un peu ça. En fait, il y a un truc que je ne comprends pas dans ce débat, c'est que sincèrement, je n'ai pas vu une machine intelligente. Pour moi, ça n'existe pas. Tous les systèmes pseudo-intelligents que j'ai dans ma poche, il n'y en a pas un qui fonctionne et que j'utilise. Enfin, Siri n'est incapable de reconnaître le nom de ma femme. Alors que ça fait... J'ai pas changé de femme depuis 10 ans, j'espère, mais jamais. Et Siri ne comprend toujours pas. Quand je lui dis le nom de ma femme, il ne peut pas l'écouter. Et en fait, moi, je ne vois pas cette intelligence, déjà. S'il y a, à mon avis, une intelligence qui va émerger, elle sera plus du bas vers le haut, c'est-à-dire que ça sera plein de petits systèmes qui font un truc très bien, qui, en se combinant, vont donner une forme d'intelligence. Mais moi, je ne vois pas ça, sincèrement. Et il faut aussi comprendre que faire passer une machine de 0 à 95% de capacité, par exemple, pour comprendre le langage, ça prend en général 20 ou 30 ans. Faire passer de 95 à 100, ce qui est ce qu'il nous faut pour que ça soit déployable, par exemple, dans un cadre médical où on confie la vie d'être humain à ces machines-là, ça va prendre tout aussi longtemps. Donc, je suis en fait assez optimiste parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, typiquement dans l'intelligence artificielle, c'est en fait, quand vous écoutez les spécialistes, qui sont terrifiés d'ailleurs par le buzz, hein, les gens qui font l'intelligence artificielle sont terrifiés parce qu'en gros, ils voient leur patron aller à la bourse, ils disent « Regardez, on va faire ci, on va faire ça », puis eux, ils doivent vraiment le faire. Ils vous disent « On a en gros plus de data et des machines qui tournent plus vite, mais on a les mêmes modèles ». Et voilà, l'intelligence artificielle, c'est aussi quand vous mettez, ça ouvre plein de vulnérabilités. C'est Google Photos qui confond un gorille et une personne africaine, par exemple, parce que les machines sont complètement débiles. Vous voyez, ils pensent à la forme, à la couleur, et c'est un cas que je cite qui est connu. Et donc les machines, moi je dis, elles ne deviennent pas plus intelligentes, elles deviennent un peu moins bêtes. Il y a une sacrée différence là-dessus. Mais voilà,
je pense qu'il faut qu'on se concentre sur ce qui nous rend humains, mais je pense aussi que l'intelligence artificielle va mettre beaucoup plus longtemps à vraiment nous mettre au chômage. Et n'oublions pas qu'on déplace aussi beaucoup les emplois. Vous savez, on pense taxi autonome. Alors déployer demain, j'étais à Lausanne samedi soir dernier, déployer une flotte de voitures autonomes à Lausanne un samedi soir. Vous allez voir que vous allez créer de nouveaux emplois pour aller nettoyer les bagnoles qui vont être saccagées par les fêtards. Il va falloir en fait certainement mettre des points où les voitures viennent pour justement se faire nettoyer. Les gens qui vont fumer dedans, il faudra ouvrir les fenêtres. Il va falloir faire le plein. Et en fait, vous voyez, par exemple, à la Migros, vous avez ces scanners. Vous savez, vous pouvez scanner vous-même vos articles. Mais qu'est-ce que ça a fait les scanners? Ça a déplacé les emplois. Et aujourd'hui, vous voyez que les gens qui étaient à la caisse avant, maintenant, ils sont dans le magasin en train de mettre des stickers parce que dès qu'il y a un rabais, il faut aller changer le sticker sur tous les produits. Et le sticker, il faut bien faire attention à le mettre au bon endroit pour que le client ne scanne pas le mauvais code barre. En fait, il y a les mêmes emplois qu'on a déplacés, tout comme en France, quand le télépéage est arrivé, il n'y a aucun emploi qui a été supprimé, parce qu'en fait, on a mis les gens dans l'accueil, dans tout ça. Donc voilà, la réalité, à mon avis, est un peu plus compliquée que ça. Et de nouveau, je ne connais pas l'avenir, j'aimerais le connaître, mais je ne le connais pas, mais je pense que c'est quand même beaucoup plus subtil que ce qu'on nous dit aujourd'hui. On nous dit, voilà, 50% des emplois disparus dans 10 ans. Bon, moi, je ne le vois pas venir, mais peut-être je me trompe. Vous nous faites du bien, un Français qui aime la Suisse. Merci d'avoir brillamment introduit cette journée. Je vous propose de l'applaudir.